Une bonne et une heureuse année 2024. Alors oui, je me permets de le redire puisque je l'ai déjà dit hier lors de la sortie du Qu'est-ce qui s'est passé de AEW World's End, le dernier pay-per-view de l'année d'All Elite Wrestling. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, je refais un petit disclaimer. Je m'excuse par avance pour mon manque d'entrain puisque je sors à peine d'une grippe bien carabinée. Et c'est dans ces conditions qu'on est parti pour le premier Raw Recap de cette année 2024. Je suis un petit peu excité. Vous savez pourquoi? Parce que allez, ça me fait pas peur de le dire. Sérieusement, WWE en 2023, c'était quand même bien mieux. Hein. C'était très certainement la meilleure compagnie mondiale. Et pas seulement sur les chiffres, hein, par pitié, hein, comme ils aiment nous le rappeler 1 milliard de fois. Oh là là, on est les meilleurs sur ceci, ça. Non. Juste le produit est bien. 2023, on a créé des babyface, on a créé plein de bons moments, on a créé des beaux matchs de catch. Et oui, c'est peut-être une des meilleures années catchesques de WWE sur ne serait-ce que l'in-ring. L'in-ring était vraiment très bon. Et 2024 débute avec énormément d'ambition, parce qu'on a un épisode spécial, hein, qui s'est tenu, je le rappelle, dans la nuit, du lundi 1er au mardi 2 janvier 2024, depuis San Diego en Californie, Monday Night Raw Day 1, et cette semaine il y aura également NXT New Year's Evil, SmackDown New Year's Revolution, des épisodes spéciaux qui vont nous monopoliser beaucoup de temps, comme on nous monopolise aussi pas mal de temps du côté du Japon, parce que première semaine de janvier, je suis obligé également de parler de tout ce qui se passe côté japonais, où on a des affiches totalement légendaires dans toutes les promotions japonaises, dont notamment le premier rendez-vous à prendre cette année sur twitch.tv/Tuerie316 où on est parti refaire le retour pour Live React, Watch Party générale de Wrestle Kingdom 18. Ça sera ce jeudi 4 janvier, très tôt le matin. Voilà, j'affiche l'horaire parce que je le sais pas moi-même là au moment où j'enregistre, mais ça va être tôt. Et rendez-vous aussi ce soir sur Warner TV Next à 21h10 où, exceptionnellement, je commenterai le dernier épisode de l'Elite Wrestling Dynamite aux côtés d'Alain Mistrangelo. Tuerie à la télé, ça faisait 4 ans que c'était pas arrivé. J'ai tourné ça en étant malade, ça va être peut-être catastrophique, je sais pas, vous me ferez vos retours. Mais j'insiste encore une fois, c'est vraiment exceptionnel. Enfin, c'est une pige de remplacement. Comme je l'avais déjà annoncé, je suis un peu le troisième homme pour Norbert et Alain en cas de coup dur. Mais c'est pas le sujet de la vidéo, on est parti Monday Night Raw. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un Raw Recap sur la chaîne principale. On a eu beaucoup sur la chaîne secondaire. Et on est parti, bonne humeur et commentaires. Et pouce bleu aussi, bien sûr, et générique. Et 1 et 2 et seulement 2 pas de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Sturie. Ça va causer de 619, de son pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Allez, au programme de cet épisode, Monday Night Raw Day 1. Seth Rollins défend le World Heavyweight Championship contre Drew McIntyre. Le combat, il a été super bien construit, je reviens pas là-dessus, c'est une affiche qu'on attend énormément. Rhea Ripley sera en action et défendra le championnat Women's contre Ivy Nile, qui fera son premier match 1 contre 1 dans le roster principal, et ça aussi, c'est assez anticipé. Et cerise sur le gâteau, Triple H nous a révélé sur les réseaux sociaux qu'il a fait appel à un ancien champion du monde de la WWE pour faire son retour ce soir à Monday Night Raw. Mais on sait pas qui c'est. Ah si, il y a des petites rumeurs qui ont circulé de ci de là. Moi j'ai mon petit espoir de revoir Bob Backlund à la WWE, mais on va le découvrir. On aime bien les petites surprises. Et premier match de la soirée, ça c'était pas une surprise, c'était annoncé. Becky Lynch va affronter enfin Nia Jax en 1 contre 1. Ils nous ont fait un clip de présentation les mecs, j'ai trouvé ça incroyable. Alors, je parle de production. On a perdu un grand top de la production du côté de WWE. Kevin Dunn dans son camion, et oui, c'est terminé, quoi. La belle histoire se finit après plus de 30 années de bons et loyaux services distribués à la WWE. Kevin Dunn, ça y est, il prend enfin sa retraite. Est-ce que ça va changer quoi que ce soit la production de cet épisode ? On a toujours autant de cuts dans les matchs, donc il a bien partagé son héritage, donc je pense que le produit est entre de bonnes mains, et même s'il est grandement responsable de comment on perçoit le catch devant nos écrans, et il n'y a pas à chier, c'est une influence globale qu'a donné Kevin Dunn sur l'industrie. Il a aussi été responsable de pas mal de grosses conneries, notamment beaucoup d'idées créatives qu'il a donné à Vince McMahon, c'était un bras droit, Vince McMahon, il écoutait beaucoup Kevin Dunn. On va dire qu'il avait ses bons et ses mauvais côtés, mais au final c'est peut-être pas plus mal d'avancer, d'aller de l'avant, de pas garder Kevin Dunn dans le nouveau bateau de WWE. Merci Kevin. Bon, Nia Jax, Becky Lynch, j'ai dit, le clip il est incroyable, ça va donner envie de voir un match de Nia Jax. Je pense que ça a donné envie à tout le monde de voir un match de Nia Jax. Ils nous ont montré les histoires du nez pété, ils ont présenté Nia Jax comme une immense menace, et le match, il va se passer exactement comme WWE a toujours perçu Nia Jax au fil des années, comme une menace. Ça va durer 11 minutes 53, et j'ai pas peur de le dire, c'est certainement le meilleur combat en 1 contre 1 de la carrière de Nia
Nia Jax. Il y a le match contre Ronda Rousey, c'est vrai, à Money in the Bank, qui était une belle surprise parce que c'était aussi le premier 1v1 de Ronda Rousey. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé. Nia Jax, son travail, il a été totalement sublimé par une excellente Becky Lynch. Il faut quand même bien souligner ça, qui fait un travail de selling incroyable pour rendre Nia Jax super crédible dès lors qu'elle lui porte le moindre assaut. Des immenses comebacks de Becky Lynch qui a un feu sacré et tout le public qui chante pour elle, hein, c'est fou, hein, alors qu'on est à San Diego, on est chez Nia Jax quand même. Nia, elle va tenter sa droite, à plein de reprises, elle va tenter de briser le visage de Becky Lynch, mais des fois elle va taper dans le poteau, des fois elle va taper à côté, elle va même faire sa légendaire leg drop sur les points qui va être contrée, esquivée, et Becky Lynch qui avait pris toute la confiance, elle va malheureusement se laisser submerger par les émotions et se faire contrer par un uppercut foudroyant de Nia Jax, qui va entraîner la victoire clean de cette dernière. La droite chanceuse de Nia Jax, cet uppercut qui va ouvrir violemment Becky Lynch au niveau du visage, bon petit artifice, apparemment elle saignait déjà avant que le coup était porté, et grosse victoire de ce fait pour Nia Jax, avec une Becky Lynch qui va devoir repartir en parcours initiatique pour obtenir une nouvelle chance, et de ce fait, Becky Lynch dans l'affiche peut-être de WrestleMania contre Rhea Ripley, ça va pas être du tout cuit, on va lui mettre quelques bâtons dans les roues, et Nia Jax va être un gros obstacle. J'aime bien. Décision plutôt couillue de la part de WWE, surtout que derrière le match était particulièrement très très bon. Bravo Nia Jax, bravo Becky Lynch, bravo mesdames, bravo pour ce premier combat de l'année 2024. On ne perd pas les bonnes habitudes à Monday Nitro, on nous remonte des images il y a 2 semaines de l'altercation entre Cody et Shinsuke Nakamura. On rappelle que Shinsuke Nakamura, il a souhaité refermer définitivement le livre du cauchemar américain. Cody Rhodes ne finira pas son histoire. Il a d'ailleurs traité le père de Cody de consanguin, et Cody Rhodes l'a attaqué, grosse bagarre, séparation, et Cody Rhodes, il a toujours pas son match. Alors Cody Rhodes, il va venir au ring, acclamé par le public, il va nous souhaiter ses meilleurs vœux et nous dire, voilà, j'ai une épine dans le pied, c'est Shinsuke Nakamura, l'histoire devrait déjà être terminée, puisque j'ai battu Shinsuke Nakamura, mais Shinsuke Nakamura, il s'accroche, il lâche rien, il avait fait la même à Seth Rollins, souvenez-vous, après avoir perdu une première fois contre Seth Rollins, il l'a pas lâché, il a eu une deuxième chance, il a encore perdu. Donc là, Nakamura, il fait à peu près la même, et Cody Rhodes, il est prêt, il est en tenue, là, il est prêt à l'affronter maintenant. C'est parti, Shinsuke, amène-toi. Et Shinsuke, il nous a refait un clip où il parlait japonais, où ça a été sous-titré avec des images de manga totalement incroyables derrière, et encore une fois, des menaces, Shinsuke Nakamura ne va pas laisser Cody Rhodes terminer son histoire. C'est toujours aussi stylé, mais c'est un peu une redite de ce qu'on a déjà vu. La production n'excusera pas tout, on aime bien le programme, mais il va falloir patienter la semaine prochaine pour voir l'affrontement entre les deux. Bon merci Cody, merci d'avoir mis ton gire, mais il n'y a pas de match pour toi ce soir. Le segment s'arrête là. On nous remonte cette fois-ci, toujours il y a 2 semaines, Kofi Kingston en Père Noël se faisant attaquer par les membres d'Imperium, Jey Uso qui était venu faire le save et faire un combat qu'il a remporté contre Ludwig Kaiser. Et cette semaine, grand match par équipe. Imperium contre Jey Uso et Kofi Kingston, qui a probablement oublié sa tenue, puisqu'il était en short, il ressemblait plus à Grayson Waller qu'à Kofi Kingston. Et on est parti pour exactement 7 minutes de match, où Jey Uso va jamais pouvoir rentrer dans le ring, parce que malheureusement le match va se terminer sur un triste accident. Jusque là l'action était pas trop mal, on voyait un Kofi Kingston bien se défendre des assauts d'Imperium, et lors d'un comeback contre Giovanni Vinci, il a heurté celui-ci de plein fouet avec un dropkick, et visiblement Vinci est mal retombé ou a mal reçu le coup, et là protocole de sécurité, protocole anti-commotion. L'arbitre et le staff médical sont intervenus, ont mis fin au combat et ont été déclarés vainqueurs Kofi et Jey Uso, même si Jey Uso finalement est jamais rentré dans ce match. Les accidents malheureusement ça peut arriver, Ludwig Kaiser il est reparti sur ses pieds, donc je pense que les nouvelles sont plutôt rassurantes. Je suis content quand même que ce genre de décision ait lieu à la WWE, qu'on va empêcher les catcheurs d'aggraver leur santé. Pas de risque pris sur ce soir et une revanche qui sera probablement à prendre dans les semaines à venir. 2024, il y a un programme qui ne s'arrête pas, c'est Miz TV, et le Miz ce soir reçoit en invité le Judgment Day. Là on a la musique du Judgment Day, et c'est R-Truth qui arrive tout seul. Alors, le Judgment Day il est pas avec toi? R-Truth il dit non, ils étaient avec moi là il y a 5 minutes, et je te promets, mais ils m'ont pas suivi, donc c'est pas grave, je représente le Judgment Day. Alors le Miz, il est comme tout le monde, il aimerait un peu plus comprendre la position de R-Truth au sein du Judgment Day. R-Truth il est très très clair là-dessus, il est là pour redonner une bonne image au Judgment Day. Voilà, on a bien compris qu'eux ils étaient pas trop appréciés par le public, qui se faisait souvent huer, tout ça, et R-Truth il est là pour leur redonner une bonne image, donc il s'occupe de plein de trucs backstage qu'on voit pas forcément. Il croit dur comme fer en son délire, et le Miz il joue bien le jeu derrière, et là il y a Dominic Mysterio et JD McDonagh, eux ils en ont marre, et ils viennent dire à R-Truth de la fermer, tu fais pas partie du Judgment Day. R-Truth il se défend, il fait attends, JD, c'est toi que j'ai battu la semaine dernière, il y a eu une stipulation, donc t'as été dégagé du Judgment Day, moi j'en fais partie, Dominique, et il lui fait des clins d'œil, il fait des clins d'œil à Dominique, mais Dominique, bien sûr, il joue pas dans le jeu d'R-Truth. Dominique, de toute façon,
façon, il peut rien dire, parce qu'à chaque fois qu'il va dire le moindre mot, bah tout le public va le huer copieusement, hein, donc t'inquiète pas, on a remonté le volume, on n'a plus besoin de Kevin Dunn, hein, on sait où il faut appuyer. Ça donne une situation plutôt marrante qui va déboucher, vous en doutez, sur un match par équipe. R-Truth, il comprend pas dans l'histoire qu'il doit faire équipe avec le Miz. Je dois faire équipe avec le Miz? Attends, je fais partie du Judgment Day, je devrais faire équipe avec Dominic Mysterio. Ah, à moins que ça soit un nouveau test d'initiation, ok, c'est très très drôle, parce que l'acting est vraiment très bon, et on est parti. R-Truth, qui pense faire la top aux côtés du Miz, va faire face à JD McDonagh et Dominic Mysterio. Ce qui est très très cool, c'est qu'il y a eu très très peu d'interactions physiques entre Dominic Mysterio et R-Truth. Et dans un imbroglio de séquences très très fun, et aussi très très bonnes, parce que l'in-ring entre JD McDonagh et le Miz, il est plutôt très correct. R-Truth, il va se retrouver dans cette position, il va devoir aider Dominic Mysterio à frapper le Miz. Évidemment, il y a esquive et c'est JD qui se fait frapper. Derrière, il y a le finish porté par le Miz. Il y a plein de séquences très très drôles. 7 minutes 30 de la bonne comédie, et je suis très ravi du retour de R-Truth à la WWE, sur l'utilisation au sein du Judgment Day. Quand je vous dis qu'il va y avoir un effet Sami Zayn avec la Bloodline, j'ai l'impression que WWE tient un truc, il va falloir faire les choses différemment bien sûr, mais je me régale. Je me régale. Je suis content de voir R-Truth chaque semaine. Je disais pas ça il y a 2 ans. Là, vraiment, je suis content de voir R-Truth chaque semaine. Allez, il faut bien une petite ombre au tableau, et ma petite ombre au tableau, mon petit coup de gueule, c'est maintenant. C'est un angle qui a été tourné dans une boîte de nuit, où les nouvelles championnes par équipe, Kate Hutchins et Kaylin Carter, elles ont été accostées par Piper Niven et Chelsea Green pour organiser un rematch la semaine prochaine. Alors c'est vraiment la nature de ce segment qui est vraiment surproduit, et on quitte totalement le réalisme d'une émission de catch pour vraiment faire place à de la fiction. Alors c'est quelque chose dans le catch qui est pas inconnu, hein, ça a surtout émergé du côté de TNA Impact pendant des années, repris et suramplifié par Lucha Underground, mais là ça se prêtait, je trouvais, totalement au produit. NXT, ça fait des semaines et des semaines, des mois et des mois, surtout depuis NXT 2.0, qu'on a ce genre de segment très très cinématographique. Moi à titre perso, j'adhère pas du tout, parce que la suspension d'incrédulité, je pense que c'est ça qui fait avant toute chose la magie du catch. Et quand on n'est pas dans une période, on va dire, de pandémie, où on peut tenter des trucs, et justement à l'époque de la pandémie, je trouvais que c'était assez intéressant de faire des trucs très très cinématographiques. Là, c'est, j'avoue, pas trop ma cam. C'est pas trop ma cam. Et je pense qu'on avait d'autres manières de justifier ça de manière beaucoup plus traditionnelle, surtout pour donner de la substance au personnage, parce que l'idée est quand même bienveillante, hein, c'est de dégayer un petit peu la personnalité des nouvelles championnes par équipe. Alors on l'a bien compris, hein, l'idée c'est qu'elles aiment bien faire la fête, et que Chelsea Green et Piper Niven, c'est des casse-couilles. Ça, on l'a compris. Et ben, on va rester dans la division féminine avec le blockbuster qui était attendu. C'est Ivy Nile qui va faire donc ses débuts en AV1 dans le roster principal contre Rhea Ripley. Il y a eu des clips de présentation pour les deux catcheuses vraiment superbes, où ils ont insisté vraiment sur le gros travail de préparation de Ivy Nile, qui est vraiment présentée comme une underdog parce qu'elle concède énormément de taille à son adversaire. Et ça va être aussi un gros test, parce que Ivy Nile, de ce que j'en ai vu du côté de NXT, c'est une bonne catcheuse, mais qui a jamais eu de gros moments. Et Rhea Ripley, malgré son incroyable présence, son incroyable star power qui s'est encore une fois totalement ressenti pendant cette rencontre, je sais qu'on est pas mal à l'entendre aussi en tournant sur des grosses défenses de titre bien disputée, et bah là on a eu une défense de titre qui était plutôt bien disputée, où Ivy Nile a posé des problèmes, alors personne n'y a cru. C'est peut-être le gros problème là du gros star power de Rhea Ripley, c'est que pour l'instant, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui est suffisamment bien construit, et ben on n'y croira jamais. Mais j'ai trouvé que WWE a particulièrement soigné cette défense de titre en particulier, parce que Ivy Nile, malgré sa défaite, va ressortir très très forte, à la différence d'autres stars qui ont perdu contre Rhea Ripley par le passé et qui sont pas véritablement ressorties plus fortes après leur défaite. Toujours pas de programme établi pour Rhea Ripley. En attendant, bah oui, on se doute, Becky Lynch. Quoi qu'il en soit, le futur est très intéressant, et quand on connaît le nombre de bonnes lutteuses qui est également du côté de NXT, ça pourrait que bien se passer dans cette division féminine à l'avenir. Et puis il n'y a plus Kevin Dunn. On est au sommet de cette 3e heure, et c'est le moment de savoir qui est cet ancien champion WWE promis par Triple H. Samantha Irvine, elle nous l'annonce comme ça, voilà, l'ancien champion du monde WWE qui va faire son retour, c'est Jinder Mahal, le Maharaja des temps modernes. Alors ça a mis une petite clim, hein. Voilà, sur Diego, voilà, bah quoi, mais vous êtes pas content de revoir le projet Jinder Mahal? Ah non mais moi je suis ravi. Jinder Mahal, l'un des plus grands champions WWE de tous les temps, une année 2017 totalement folle, un règne qui débute contre Randy Orton, je le rappelle. Il a battu Nakamura, il a battu AJ Styles, il était l'un des méchants les plus naturels de WWE, je comprends pas moi le désamour de la part du public. On tente quelque chose, hein. Triple H, il veut réussir là où Vince McMahon a échoué, hein. Jinder Mahal. Et Jinder Mahal qui est mal accueilli par le public, on a oublié à quel point le mec était un talent pur, talent brut au micro. Oui, les Américains, vous vous divisez pour n'importe quoi, y a qu'à voir votre politique, y a qu'à voir les réseaux sociaux, vous êtes tout le temps en train de vous prendre le bec. Alors qu'avec un homme comme moi au pouvoir, Jinder Mahal, vous seriez bien tous unis. Hein, c'est toujours la même chose d'ailleurs. Vous aimez pas les étrangers, moi je suis étranger, vous avez jamais respecté tous les champions étrangers
qui a connu la WWE, il cite l'Iron Sheik. Il va commencer à parler en Punjabi, il va se faire huer. Alors les huées, elles étaient un peu timides, les gens ils ont pas hué tant que ça. Et en fait il a rebondi sur le truc en disant haha, vous avez vu, vous avez hué parce que je parlais dans une langue étrangère et vous savez ce que vous avez hué? Bah j'ai chanté votre hymne national, voilà. Et vous avez hué votre propre hymne national. Haha, vous êtes vraiment des crétins. Et moi, Jinder Mahal, je vais rétablir la justice, je vais rétablir... Oh non, ils ont interrompu Jinder Mahal, ce qu'il était en train de dire, c'était particulièrement passionnant. Oh non, il y a l'acteur Dwayne Johnson qui fait son retour. Oh là là, oh quelle surprise. Oh non, voilà The Rock, et les gens sont contents. Écoutez Michael Cole. Oh non, Michael Cole, t'en fais des caisses, Michael Cole. Oh non, c'est que The Rock après tout. Puis il était déjà revenu l'an passé. Puis on se doute de ce qui va se passer. Il va ridiculiser le pauvre Jinder Mahal au micro. Il va imiter, très maladroitement je trouve, l'Iron Sheik. Il va dire, hé, tu sais ce qu'il aurait dit l'Iron Sheik s'il était là? Qui c'est ce Booba Jabroni? Je vais lui botter le cul et le rendre humble. Les gens ils te huent pas parce que tu parles punjabi, c'est parce que t'es un Day One douchebag. Et ça va, y a pas trop de censure parce qu'il y a des insultes qui ont été censurées la dernière fois quand il était passé. Il a pas pu faire son chant You are an asshole. Tu es un trou du cul sans que la Fox ne le censure. Et là, sur SN Network, on a une petite parade. On va dire plutôt que Jinder Mahal, c'est le Day One douchebag. Voilà, le crétin du Nouvel An, si vous voulez. Bon, j'arrête ici la mauvaise foi. Bien sûr que je suis content de revoir The Rock, et bien sûr que le segment était bien joué, la clim sur le retour de Jinder Mahal. À un moment, même moi, j'y ai cru. Je me suis dit, ils ont peut-être un vrai projet de Jinder Mahal. Ils sont en train de nous mettre une giga clim. Pitié, pitié non, pitié pas ça. Et quand The Rock est arrivé, c'était la folie furieuse. Déjà la plus grosse pop de l'année 2024. Et je pèse mes mots, il y a qu'à voir la réaction de Samantha Irvine dès lors de l'entrée surprise de The Rock, c'était fou. Le discours sur les divisions entre les peuples, c'était juste giga barbant et volontairement. Et Mahal, il a offert son corps à la science, hein, parce que bien sûr, il va être passé en revue par The Rock, qui va dire à Jinder Mahal que s'il était l'un de ses films, il serait probablement Alerte à Malibu, hein, parce que c'est certainement le moins bon. Jinder, il a failli dire qu'il aimait bien Alerte à Malibu et il s'est fait casser la gueule. Alors attention, Jinder Mahal, il s'est pas fait casser la gueule tout de suite, parce que d'abord, il a porté des coups à The Rock. Enfin, il a dominé la première partie de la bagarre. Et il a perdu du temps en enlevant sa veste, donc The Rock, il a fait un comeback, parce que lui, il a pas besoin de retirer sa veste. D'ailleurs, il n'y a pas de veste qui vont à The Rock, il a toujours les bras à l'air, les bras sont trop gros. Et The Rock, il a envoyé des grosses mandales, il a mis son Spinebuster, puis la descente du coude du peuple, hein, au plus grand plaisir du public. Et il y a eu une petite cerise sur le gâteau, on n'est pas resté sur un angle similaire à ce qui s'était passé avec Austin Theory, on fait juste plaisir aux gens, il y a The Rock qui arrive et puis tout le monde repart heureux. Non, non, on a rajouté un petit truc, un petit élément. The Rock, il nous a avoué que ce soir à San Diego, il allait probablement aller dîner, hein, il allait se trouver un petit endroit et il sait pas trop où il va s'installer. Est-ce que je vais m'installer dans la pièce du fond? Est-ce que je vais m'installer au bar? Ou est-ce que je vais siéger à la tête de la table? Tête de la table? Oh là, mais est-ce que ce serait pas une référence à Roman Reigns? Attention les poils, attention, on commence à voir les poils là. Est-ce que vous êtes en train de vraiment concrétiser WWS qu'on va avoir The Rock contre Roman Reigns dans le plus grand WrestleMania de tous les temps, hein? Attends, Cody, t'as eu ta chance l'année dernière. Cody, pense à la compagnie, pense aux millions de dollars qui pourraient être générés et pense à ton salaire qui pourrait augmenter. Cody, enfin, le catch. The Rock contre Roman Reigns, WrestleMania 40, ce serait parfait. Et là, on n'a pas dit les choses sans raison, hein. Ils ont une idée derrière la tête. Alors, il y a des rumeurs, toujours les Dirt Sheets, toujours les rumeurs. Comme quoi The Rock contre Roman Reigns, ça pourrait être un match, ou un segment, ou un angle, on sait pas encore. Pour l'Australie, Elimination Chamber, l'Australie. Ah bon? Ah bah là, l'Australie, ils vont être comme des fous, hein. Quoi, on va vraiment avoir Roman Reigns contre The Rock? Vous voulez pas attendre après WrestleMania, une fois que Roman Reigns, il aura battu Cody Rhodes, de le faire en France, à Lyon? Backlash? C'est bien, Backlash. The Rock contre Roman Reigns dans le main event. Comment ça, Baron Corbin? Bah, il arbitre, on s'en fout, Baron Corbin en arbitre, et The Rock contre Roman Reigns. Non? Je sais que c'est un sujet qui divise. Ouh là là, The Rock à la place de Cody Rhodes à WrestleMania, c'est un sujet qui divise énormément. Gardez votre calme, ne vous battez pas. Il y a plein de décisions créatives que WWE a prises ou n'a pas prises qui ont eu du sens avec le temps. On est d'ailleurs en janvier 2024, ça fait 11 mois que Sami Zayn a perdu à Montréal à Elimination Chamber, et est-ce que c'était vraiment un mauvais move au final? Avec du recul. Maintenant, allez, c'est bon, on a 11 mois de recul. Je vous pose la question. Dites-moi dans les commentaires, je suis curieux d'avoir vos retours. Bravo The Rock, gros moment, comme d'habitude. Toujours un gros moment, plein de surprises, et on lance cette année 2024 vraiment sur des chapeaux de roue. Et l'épisode n'est pas fini. Oh là là, les pauvres, elles ont dû passer après ça. Shayna Baszler et Zoe Stark,
Elles ont battu Tegan Nox et Natalya. 5 minutes 35, les gens n'en avaient rien à foutre. Bah non, là tu passes après The Rock, tout le monde était sur son téléphone en train de faire grimper les interactions sur les réseaux sociaux, tout ça. Et je suis un peu triste pour elle parce que l'in-ring il était pas mal. Il y a eu un chouette hot tag de la part de Tegan Nox qui a montré des belles choses. Mais RS, voilà, Shayna Baszler, Zoey Stark, elles rebâtissent du momentum pour aller chercher une position d'aspirante numéro 1 au championnat par équipe, mais elles vont devoir attendre le résultat du match de la semaine prochaine puisque les championnes elles vont défendre match revanche contre Piper Niven et Chelsea Green. La semaine prochaine aussi, donc c'est officiel, Cody Rhodes va faire face à Shinsuke Nakamura. Est-ce que les histoires vont se terminer là? On le verra. Et CM Punk sera de retour la semaine prochaine. CM Punk il fait son retour. Ça y est, CM Punk c'est parti, c'est le nouveau Edge. Chaque semaine, CM Punk il va faire son retour à la WWE. Préparez-vous à rebouffer du CM Punk est de retour. Et on est parti, gigantesque clip de feud entre Drew McIntyre et Seth Rollins. Encore une fois, c'est très bien soigné, c'est très beau, ça hype de ouf. Drew McIntyre, il est déter, il fait son entrée, suivi par Seth Rollins, lui aussi, totalement déter, mais toujours un peu détendu parce que c'est Seth Rollins le champion, il a la confiance, il a son long règne et puis il a déjà battu Drew McIntyre. Il pense pas que Drew McIntyre, il ait fait step up son game pour pouvoir le battre. 18 minutes de match, on est vraiment en présence de deux élites du catch, parce que les combinaisons de coups, elles sont vraiment super. Le selling de Seth Rollins, il est parfait, il rend totalement justice à l'agressivité de Drew McIntyre, qui est vraiment déterminé à remporter ce titre enfin devant un public. Ce serait quand même bien qu'il le gagne un jour, ce titre, mais devant un public qui le respecte, parce que les huées, elles se font entendre. Pour Drew McIntyre, c'est Seth Rollins, bien sûr, le héros. Il y a un contre en powerbomb d'une Claymore Kick que j'ai trouvé incroyable. Seth Rollins, il a vraiment une puissance qui m'épate par moment. Il y a un Phoenix Splash contré, il y a un Claymore Kick esquivé, super kick de Seth Rollins qui enchaîne parfaitement avec un pedigree pour un compte de 2. Et là, quand tout le monde est au sol, c'est le moment qu'elle choisit Damien Priest pour tenter un cash-in. Damien Priest, les bonnes résolutions de 2024, on tente un cash-in. Donc il arrive avec Dominic Mysterio et un arbitre. Dominic Mysterio, il va détourner l'attention de deux arbitres en même temps pour que Damien Priest, il porte un coup de mallette à Seth Rollins en loose day. Et Cordana, il va décider de cash-in son Money in the Bank. Il y a Drew McIntyre qui va mettre un Claymore Kick out of nowhere sur Damien. Belly to belly over the head sur Dominic Mysterio. Il est en folie meurtrière. Claymore Kick sur Seth Rollins qui lui se remet de son coup de mallette de tout à l'heure. Et là, il fait le tomber 1-2. Et le con, il a mis la jambe de Seth Rollins dans les cordes, tout seul. Il a fait une Neville 2015. World Championship! Je vois pas un plus bel hommage. Et Drew McIntyre, il se rend compte à quel point il est con. Vous pouvez le dire, Ah, moi, je vais pas priver pour lui dire. Si un jour, j'interviens Drew McIntyre, je lui dis, t'es quand même le roi des cons, quoi. Ça fait 20 ans que tu catches, et pas moyen d'avoir tes repères dans un ring, tu vas mettre toi-même la jambe du mec dans la corde alors que t'avais match gagné, quoi. Pas possible. Il y a plus de gardien, le mec la met sur le poteau. Derrière, qu'est-ce qu'il fait, Drew McIntyre? Bah, il pète un câble. Incapable de se contenir, Drew McIntyre, il va débarrasser la table des commentateurs, il veut passer à travers Seth Rollins. Et bah, il va se faire contrer, il va se prendre un pedigree sur la table, et Seth Rollins, il va remettre Drew McIntyre dans le ring pour lui porter un stomp et conserver son championnat du monde. Bah ouais, bah tu m'étonnes qu'après, il y a des gens qui disent Seth Rollins, il nous agace en tant que champion parce que là pour le coup il a du bol. Il a du bol que Drew McIntyre, et c'était peut-être le challenger super bien construit, mais à la fin quel gros con. Je le dis avec beaucoup d'amour, j'adore Drew McIntyre, c'est plus la décision scénaristique qui avait déjà été critiquée en 2015 quand Adrian Neville il avait pas battu ce même Seth Rollins pour la même décision. Bah ça fait 8 ans mais on n'a pas oublié. Putain quelle idée quoi. Quelle idée, le mec met lui-même la jambe de l'autre dans les... Tout ça pour ça. Drew McIntyre, ah bah il aura une bonne raison de pas être content. Ah là là. C'est la fin de Monday Night Raw, malgré tout le suspense et le moment créé sur le coup, c'était incroyable. Les gens étaient fous. Même moi, j'ai passé un moment, je fais le mec qui râle, mais vous comprenez bien, WWE, je commence à avoir du mal à râler, ça devient très bien. Monday Night Raw, c'est vraiment un show qui est devenu très solide, toujours un peu long, toujours aussi long, toujours des petje moments de flottement, notamment quand ça passe à la division féminine après des gros moments un peu émouvants, comme on l'a eu avec The Rock. Et qu'est-ce que vous voulez quand même, Monday Night Raw très solide. Je suis très content de revenir en 2024 avec ce format. Et puis, hâte d'être à la prochaine. Déjà la prochaine concernant le catch, c'est sur twitch.tv/Turi316. Le 4 janvier, Watch Party Live React de Wrestle Kingdom 18. Bryan Danielson contre Kazuchika Okada. J'ai très hâte. Et je vous fais des gros bisous à tous. Je m'excuse encore pour mon état de santé. J'essaie de revenir très fort. Et vous, restez tous très forts. C'était Turi. Ciao. Bye bye.